Paul Biya eh bien, est au point mort à Genève. Paul Biya est tombé en brousse. Le vieil autocrate camerounais n'a pas donné signe actif depuis bientôt plus de 40 jours. 40 jours et 40 nuits que l'homme a disparu des radars. Il évolue entre les cliniques de rafistolage, de rabibochage, des cliniques de rapiessage biologique, de réanimation et son village suisse, l'hôtel intercontinental de Genève. La grande question qui se pose, c'est en fait, jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à lier la paix, la sécurité, la prospérité du peuple camerounais à sa seule vie individuelle, à son espérance personnelle? Jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à prendre en otage le peuple camerounais, qu'il a été incapable de conduire vers la modernité économique, politique, qu'il a été incapable d'émanciper du pouvoir de la misère, de la violence, de l'injustice, de la désespérance, le pouvoir de la mort? Car Biya est un nécrophile, c'est un nécrophage, c'est un nécrocrate, quelqu'un qui a gouverné par la mort. L'erreur que l'on commet, quand on pense que le président Biya continue à tenir le peuple camerounais en otage, c'est celle qui consiste à ne pas se rendre compte qu'à 94 ans pratiquement, cet homme-là lui-même est l'otage de son clan. Ce clan composé de son épouse Chantal Pulchéry, Vigourou, épouse Biya, composé de ses propres enfants, dont son fils, et bien le plus en vue, Franck-Emmanuel Biya, composé de sa garde personnelle de proximité, composé des forces spéciales camerounaises qui sont dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire et dans les coopérants étrangers veillant à la sécurité du tyran. Tout ce clan-là, qui est chargé de protéger Paul Biya, en réalité se protège en kidnappant Biya Paul. Certains d'entre vous pourraient me dire, professeur Franklin Jamsi, ou à Cameroun ou à Afrique, n'êtes-vous pas en train d'exagérer? Et je vous donnerai quelques preuves. On m'appelle le docteur, le professeur des preuves. Tout le monde se souvient de l'audio de Paul Biya en visite à New York, aux États-Unis. Paul Biya a mené à une conférence internationale à l'occasion de laquelle il devait parler de la situation de l'économie camerounaise, des perspectives de développement du Cameroun, en présence de plusieurs chefs d'État et d'autres personnalités politiques relativement de premier rang. Il y a à cette occasion une anecdote que vous ne devez jamais oublier. Se croyant sans doute hors micro, Paul Biya demande à son aide de camp où est-ce qu'il est. Son aide de camp lui dit, nous sommes à une conférence internationale, vous devez lire un discours. Paul Biya lui demande où se trouve le discours. Son aide de camp se précipite pour le lui apporter et il le place sur le pupitre. Paul Biya demande, est-ce que je dois parler maintenant? Son aide de camp lui dit oui. Paul Biya demande, est-ce que parmi les gens qui sont assis là, parce qu'il n'a pas conscience de ceux qui sont assis autour de lui, est-ce qu'il y a des gens importants parmi eux? L'aide de camp, ça se passe au micro et tout le monde entend dans la salle. L'aide de camp lui dit, mais oui, monsieur le président, il y a eu le président rwandais qui a parlé, il y a eu plusieurs ministres qui ont parlé, c'est votre tour de parler. Paul Biya répond et rétorque à son aide de camp, mais moi, je n'ai pas demandé tout ça. Je n'ai pas demandé tout ça. Par cette formule de Paul Biya, on comprend qu'il est l'otage d'un clan qu'il utilise pour donner l'illusion qu'il exerce pleinement le pouvoir, alors même que c'est ce clan qui exerce le pouvoir à travers lui. Paul Biya avoue, lors de cette scène, qui n'est pas inventée et que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il avoue qu'on l'utilise comme marionnette. On lui fait lire des discours, on l'amène dans des cérémonies, alors même qu'il n'a pas marqué son accord, et même jusqu'à la dernière minute, on l'oblige à aller lire des discours, eh bien, qu'il n'a pas envie de lire. Et c'est ce qu'il va faire ce jour-là. Son aide de camp lui dit, c'est maintenant. Monsieur le Président, c'est votre tour d'aller parler. Levez-vous, levez-vous. Il faut que vous alliez parler. Paul Biya va se lever péniblement et il va lire un véritable somnifère de discours à l'adresse d'une assemblée dont il ne connaît pas la composition. Je ferme là la démonstration par la preuve. Je ne vous dis jamais des choses qui ne sont pas prouvées. Vous pourrez vérifier et si vous voulez, je vous trouverai la vidéo. Où Paul Biya dit, je n'ai pas demandé tout ça. Qui sont ces gens-là? On lui dit que ce sont... Mais vous êtes à une réunion internationale, on est aux États-Unis. Ah bon? Je dois parler maintenant. On dit, oui, c'est vous qui êtes à moi. Ah bon, moi? Je reste assis ou bien je me lève pour aller parler. On dit non, vous devez vous lever. Vous voulez rester assis, on peut vous apporter le discours sur place. Cette scène, à elle toute seule, si on la colle à une autre scène, où
Ils sont au Palais de l'Unité, à Yaoundé, en compagnie de son épouse, Chantal Pulchéry, Vigourou de naissance, épouse Biya. Et ils sont devant un public à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Le public est en train d'acclamer le président, et le président a un trou de mémoire. Il ne sait plus comment il s'appelle, qui il est, ni où il est. Sa femme prend ses deux mains et les soulève pour l'obliger à saluer le public. Vous avez aussi cette scène. Je cite juste ces deux scènes. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, Biya est une marionnette. Il a certes des petits moments de lucidité, mais Biya est la chose de son clan. Il est l'otage de sa propre guerre successorale. Deux scènes. Une aux États-Unis, l'autre à Yaoundé. Où vous voyez que l'homme est en réalité téléguidé. Il est manipulé, il est tripatouillé, il est trimballé. Et que son séjour à Genève n'est pas le fait de sa propre volonté. À Genève, il est dans les mains de son clan. Lequel clan tient actuellement toutes sortes de messes noires pour organiser la confiscation du pouvoir au Cameroun. Voilà la réalité, voilà la situation de mon pays natal. Seulement, dans ce pays, tout le monde braque tout le monde. Et il y a une chose qu'a dite aujourd'hui, hier, lors de sa tournée à l'intérieur du Burkina Faso, dans la région de Yarda, une chose qu'a dite le président Ibrahim Traoré, camarade président, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il a dit qu'à Ouagadougou, des soi-disant experts politiques occidentaux étaient venus le voir pour lui proposer 4 produits chimiques qu'il pouvait introduire dans l'alimentation des Burkinabés pour les rendre dociles, bêtes, idiots, pour les rendre fatalistes, pour leur enlever la confiance intellectuelle en eux-mêmes. Et ces experts occidentaux proposaient à Ibrahim Traoré, président du Faso, d'administrer ce produit-là dans les régions où il y a trop de terroristes, pour que tous ceux qui vont consommer de la viande, du café, de la bière, etc., consomment ces produits-là qui détruisent les capacités cérébrales. Le président Ibrahim Traoré, dans l'anecdote qu'il raconte, dit que c'est ce jour-là qu'il a compris qu'en réalité, dans plusieurs pays africains, l'apathie, l'amorphisme, l'état de suivisme moutonnier des populations s'explique aussi par ce travail de lobotomisation, ce travail en réalité de destruction des capacités cognitives, des capacités psychiques par l'intoxication alimentaire. Une intoxication organisée par les laboratoires occidentaux. Et dans ces laboratoires jouent un rôle fondamental les sionistes. Et on sait très bien que la garde personnelle de Paul Biya est assurée par les sionistes, les experts extrémistes israéliens. Ce sont eux qui sont allés au Burkina proposer au président Ibrahim Traoré des méthodes d'abrutissement du peuple, afin, lui, disait-il, de s'assurer un pouvoir absolu. Le président Ibrahim Traoré a fait donc l'hypothèse que les méthodes en question sont en fait testées sur plusieurs pays africains et qu'une certaine soumission, une certaine servitude africaine doit s'expliquer aussi par ce dispositif. Je rapporte cette anecdote parce que je fais l'hypothèse que mon pays natal, le Cameroun, est assommé par ce type de produit. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un pays qui est dominé par un nombre incroyable de brasseries. Et Paul Biya est l'acteur de la prolifération des brasseries au Cameroun. C'est un pays où la bière, les alcools frelatés de toutes sortes sont distribués à une cadence vertigineuse. En Afrique, je cite d'abord au Cameroun. En fait, les Camerounais sont abrutis par ce qu'on leur fait manger. Ils sont abrutis par ce qu'on leur fait boire. Ils sont abrutis par toutes sortes de choses. Et c'est sur cette infrastructure-là que la domination de ce pouvoir-là s'explique. Oui, je suis obligé de tirer des leçons de ce qu'a dit le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui peut expliquer cette extraordinaire lucidité que nous, les résistants camerounais, qui sommes à l'étranger avons, par rapport au degré de suivisme aveugle qu'on peut observer chez plusieurs de nos compatriotes, y compris ceux qui ont la possibilité de s'exprimer et qui n'osent pas regarder en face l'ignominie, 43 ans d'arriération sur tous les plans, infligés par un homme. Le pays doit avoir un problème au niveau de sa colonne vertébrale psychique. Et les Camerounais sont assis et sont en train de regarder Biya et sa bande de voleurs s'organiser pour se partager le Cameroun après la mort de Biya. Mais les mêmes Camerounais que nous sommes des grands défenseurs, tout naturellement, des révolutions. Partout où elles ont lieu en Afrique. Si vous allez faire un sondage dans la classe politique camerounaise sur les révolutions au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même faire un sondage dans l'opinion camerounaise sur les révolutions au Burkina Faso, au Mali, au Niger, elles sont majoritairement approuvées par le peuple camerounais. Mais si vous leur dites que nous, au Cameroun, on doit faire la même révolution, les problèmes commencent. Intellectuellement, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le Cameroun n'a pas droit à une révolution comme le Mali, comme le Burkina Faso, le Niger. Mais ils en sont biologiquement incapables. Les gens sont biologiquement fatigués à l'idée d'imaginer
qu'il nous faut trouver une solution pour libérer le pays du régime néocolonial. Ça fatigue le Camerounais. Ça, c'est un sujet qui épuise ses capacités psychiques. Il faut donc faire l'hypothèse qu'il n'y a pas seulement, tout naturellement, les autres facteurs, on les connaît. Le tribalisme, la corruption, la division de l'opposition, la manipulation néocoloniale. Il y a probablement à penser que le Cameroun est un pays sous lobotomisation chimique et biologique. Et il nous faut regarder plusieurs pays africains d'un œil nouveau grâce à cette anecdote du président Ibrahim Traoré. Cette anecdote nous dit beaucoup sur ce qui se passe sûrement dans plusieurs pays africains. Paul Biya est otage de sa guerre successorale. Si notre peuple était en bonne santé, physique et mentale, il sortirait par millions dans les rues du Cameroun et le régime de Biya serait versé à la rue. Et on ouvrirait une période de transition. On mettrait en place un processus pour aller vers une constitution résolvant le problème anglophone, résolvant le problème de la corruption de l'État, le problème de l'exclusion politique. On irait vers une république fédérale du Cameroun du XXIe siècle, sans doute. Mais l'erreur que nous commettons collectivement, nous, les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'attendre. On attend que le Cameroun s'effondre sur notre tête. On attend que le Cameroun nous tombe dessus. Voilà des gens qui sont dans un palais de porcelaine dans lequel se battent les éléphants. Et qui gentiment sont assis sur les chaises, regardant les éléphants s'affronter, ne sachant pas que l'affrontement des éléphants, c'est-à-dire la guerre successorale au Cameroun, elle va se traduire par l'effondrement du Cameroun sur les Camerounais. Cette guerre successorale va engendrer une guerre civile. Et c'est le peuple camerounais qui sera sur les routes. Et ils ont décidé d'en découdre. Car il n'y a pas d'accord sur la succession de Biya Paul. Les réunions successives qui se sont multipliées dans son palais improvisé à Genève se concluent par des bagarres à coups de poing, des bagarres au couteau, des menaces de mort. Bientôt on entendra le bruit des coups de feu. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que Biya n'a pas reçu le pouvoir au Cameroun de son père à lui, le patriarche Mvondo Assam. Ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir à Biya. Biya veut donner le pouvoir à son fils à lui. Et son propre parti politique n'est pas d'accord. Amadou Ahidjo, qui a cédé le pouvoir à Biya sous l'injonction française, n'est pas le papa de Paul Biya. Paul Biya veut transformer à brûle-pourpoint la République en monarchie. Alors qu'il avait dit plusieurs fois qu'il était inconcevable qu'on ait un système de dauphinat soi-disant constitutionnel, qu'il y ait un successeur désigné. C'est ce qu'il a fait en modifiant abusivement la Constitution, en créant Urbi et Orbi une fonction de vice-président de la République non élu, qui aurait vocation à assumer le poste du président prétendument élu. Nous assistons donc maintenant à l'effondrement continu du Cameroun, avec la complicité passive du peuple camerounais, notre peuple. Ce qui va nous arriver au Cameroun sera de notre faute. Nous tous, de l'intérieur de l'extérieur. Quand la guerre civile, générée par ces voyous, qui pendant plus de 42 ans ont pillé ce pays, va éclater, c'est nous, peuple camerounais, qui allons payer les pots cassés. Nous allons payer les pots cassés si nous n'agissons pas avant, si les patriotes de toutes les forces vives du Cameroun, de l'intérieur et de l'extérieur, n'agissent pas avant. Nous allons payer les pots cassés parce que nous serons soumis à la logique de la servitude volontaire, si merveilleusement dénoncée par le brillant philosophe Étienne de la Boétie. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, avons depuis maintenant bientôt 2 ans alerté en permanence nos concitoyens camerounais de l'intérieur et de l'extérieur sur la nécessité de bâtir le pays sur la base d'une conscience panafricaine, de sortir des logiques de conscience tribale, de conscience religieuse, de conscience régionale, de sortir des logiques claniques imposées par la tradition colonialiste pour nous connecter au vent de la révolution panafricaine qui souffle merveilleusement au Sahel. Devenir le pays qui va impulser la révolution panafricaine d'Afrique centrale vers la fondation de l'Alliance des peuples africains. L'Alliance panafricaine d'Afrique centrale, APAC. Voilà le chemin par lequel nous pouvons sortir comme des grands de l'impasse dans laquelle nous sommes. Les Camerounaises et les Camerounais jouent à un jeu absolument dangereux. Regardez la fumée blanche à l'hôtel intercontinental de Genève et croire que leur destin sera positivement ou négativement déterminé par l'annonce ou la non-annonce de la mort de Biya Paul. Alors qu'il n'en est rien. Biya Paul a mis en place une monarchie. Cette monarchie est déjà en marche. C'est elle qui exerce le pouvoir. Biya Paul lui-même est otage de ses propres héritiers qui le tiennent en main. Et on ne peut pas comprendre la situation politique camerounaise sans ce principe de prise en otage. On a entendu une responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH, s'exprimer avec beaucoup d'outrecuidance et d'arrogance. Depuis les années 80, où Biya est arrivé au pouvoir au Cameroun,
il avait privatisé la gestion des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole camerounais a été privatisée par Biya Paul. Privatisée. Non pas par une entreprise privée qui lui appartiendrait. Non, elle a été privatisée au sens de... Elle a été réduite à l'affaire du président de la République. Je ne vous dis pas n'importe quoi. En 1987-1988, le premier directeur, l'un des tout premiers directeurs de la Société nationale des hydrocarbures sous le régime de Paul Biya s'appelait Jean Assoumounve. À la télévision camerounaise, la Cameroun Television, elle s'appelait à l'époque CTV, qui s'appelle aujourd'hui CRTV, Cameroun Radio Television. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui était fait des fonds, des revenus du pétrole. Voici la réponse du directeur général de la SNH, Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Je recommence la réponse. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Une troisième fois. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Et il en est ainsi de toutes les matières premières stratégiques de ce pays. Il en est ainsi de la gestion de la dette. Ils ont confisqué le pays. Non pas pour en faire quelque chose de merveilleux. Non même pas pour agir dans le cadre de ce qu'on appelle la dictature éclairée. Réaliser des hôpitaux, des routes, réaliser des universités, réaliser des industries. Non, ils l'ont confisqué uniquement pour en jouir ad vitam aeternam de père en fils, dans la perspective d'un projet de monarchisation du pays. Donc on entend une kidam, une fille à papa, une insignifiante, responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures, dont j'ai même oublié le nom. On l'entend se lever et dire que celui qui ose critiquer Paul Biya, ou critiquer son directeur moribond de la Société nationale des hydrocarbures, que celui qui fait ça, eh bien, il va être poursuivi, il va être puni, il va être sanctionné. Moi, ce n'est pas la menace dans cette affaire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la prétention exprimée par cette héritière. En réalité, c'est le règne monarchique des Biya qui s'exprime déjà, à travers la voix de ces seconds couteaux, qui se comportent comme si le Cameroun leur est dû. Le Cameroun, notre pays à tout cela, ça leur est dû. Leurs pères ont fini de voler, ils vont venir voler avec Franck Biya. Il y a une génération qui est en train de monter au Cameroun là, qui pense que le Cameroun lui est dû. Qui pense que Paul Biya a le droit de prendre le Cameroun comme sa chose et de le leur donner comme leur chose. On va les appeler les privatistes de la nation. Les privatiseurs de la nation. Et ils s'expriment sans complexe. Ils s'expriment avec suffisance. Cette expression sans complexe et sans suffisance sur le bien commun, comme étant un bien personnel, un bien privé, elle est le germe des pires guerres civiles dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois que des gens qui ont des responsabilités publiques ont parlé du bien public comme étant d'un bien privé, ils ont légitimé les guerres civiles. Ils ont provoqué les pires colères. Ils ont légitimé les pires aventures. Et c'est ce que les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent, les Africaines et les Africains qui doivent aider le peuple camerounais à se libérer, doivent comprendre. Mon pays natal est en marche vers une affreuse guerre civile. Car M. Biya, obnubilé par son projet de présidence à vie, est désormais l'otage de ses successeurs. Des successeurs qu'il a désignés de façon cafouilleuse pour les empêcher de le précipiter dans le shéol. On connaît la méthode des dictateurs pour durer. Ils promettent le pouvoir à plusieurs personnes et ils entrecognent les têtes des dictateurs. Vous connaissez, c'est la méthode que Ouattara a utilisée en Côte d'Ivoire. Il promet le pouvoir au président Guillaume Soro, il promet le pouvoir au président Henri Konan Bédié, il promet le pouvoir au vice-président, premier ministre pendant un temps, Daniel Kablan-Duncan, il promet le pouvoir au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il promet le pouvoir au premier ministre Ahmed Bakayoko, il promet le pouvoir à l'ancien premier ministre Charles Konan Banny, il promet le pouvoir à l'ancien ministre Marcel Amontano. Alassane Dramane Ouattara a promis le pouvoir présidentiel au moins à 10 personnes. Ensuite, il s'est bien calé dans sa chaise pour voir comment les 10 personnes s'entretuaient. C'est la méthode de Biya pour le Cameroun. Il a promis le pouvoir à son fils, mais il a promis aussi le pouvoir à beaucoup d'autres gens. Pourquoi? Pour que ces gens combattent son fils de telle façon que son fils ne l'empêche pas d'être président jusqu'à sa mort. Mais aussi de telle façon que son fils commence déjà à combattre ceux qui pourraient l'empêcher d'exercer la monarchie après la mort de son père. Un cynisme et un sadisme démoniaque. Démoniaque. Démoniaque.
Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la situation actuelle du Cameroun, soit ce pays va se retrouver à feu et à sang, et ce sont les populations civiles qui vont perdre, soit ce peuple va décider de prendre par millions les rues du Cameroun pour obtenir une transition vers une véritable république inclusive, une république panafricaine.